Canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Mon invité, vous le connaissez bien, c'est Arnaud Lanuc qui revient pour la troisième fois pour nous parler de deux. Merci beaucoup déjà pour sa confiance et sa patience. Et ça, il sait de quoi je parle en termes de patience. Pour parler tout simplement de deux sorties Blu-ray. Qui sont sortis depuis un certain temps quand même, mais voilà, il faut quand même en parler, c'est important. L'Enfer des armes de Tsuark chez Spectrum Film, que je salue pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et puis The Violent Ones, le film de King Hu, en Blu-ray, toujours chez Spectrum Film. Et la particularité, le point commun de ces deux films en tant que, déjà, c'est des très bons films. Et puis surtout, Arnaud Lanuc a participé au bonus pour The Violent Ones. Il présente le film et en plus de cela, il a interviewé Billy Chan et Ming Choi. Et puis ensuite, il y a Christophe Chanclot qui parle de King Hu Masters. Et puis Frédéric Ambroisine qui s'est occupé aussi de Shu Feng. Et puis dans la partie L'Enfer des armes, tu présentes le film, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, et puis il y a tout un tas d'interviews parce que Mmh. j'ai cherché pas mal de gens qui avaient bossé dessus. Il y a Albert O, il y a Paul Che, qui sont les 2 des 3 étudiants, du principaux du film. J'avais réussi à trouver Lung Tim Sang, qui est le troisième et qui malheureusement a refusé l'interview. Bon, ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Il y a également Oh Sing-pui, qui était l'assistant de Choi Ark. Il y a une interview de Choi Ark. Et il y a également une interview de Christophe Van den Troost, qui est un spécialiste de la censure à Hong Kong. Et le dernier, c'est le scénariste Sito Chok-on, qui est une interview très courte parce qu'il n'a pas fait grand-chose en réalité sur le film. Et donc, il y a beaucoup d'interviews réalisées spécifiquement pour cette sortie. C'est pour cette sortie. Et puis dans le Blu-ray numéro 2, il y a la version Director's Cut. Et Tout à peut-être fait. qu'on va commencer peut-être par là. C'est une émission un peu spéciale, hein. Elle va durer une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Et on va parler de ces deux films, pas forcément en même temps, mais on va leur consacrer une seule émission. Parlons directement de la Director's Cut de l'Enfer des armes. Pourquoi une Director's Cut? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport dans les coulisses de ce film? Parce que, tout simplement, Hong Kong étant une colonie britannique, dans une situation un peu délicate puisque c'est un tout petit territoire à côté d'un gros territoire qui s'appelle la Chine populaire, qui était donc passé de l'autre côté de ce qu'on appelle le rideau de bambou, hein, l'équivalent asiatique du rideau de fer. Et donc il y a toujours eu une peur du régime colonial britannique de Hong Kong de s'attirer les foudres de ses voisins, que ce soit la Chine populaire ou Taïwan, qui était la Chine nationaliste. Et à côté de ça, il y avait également leur propre peur liée au fait que ce soit une colonie et que les élites étaient des personnes d'origine occidentale et l'essentiel de la population était chinoise. Donc il y avait toujours cette peur, en gros, que les Chinois se révoltent et qu'ils prennent leur place. Donc tout ça a abouti à ce qu'il y ait une censure qui n'était pas tout à fait selon les standards occidentaux, c'est-à-dire plus dure, même si après il faut relativiser les choses dans le sens où la censure en Chine populaire était encore pire. Et ça a une certaine actualité par rapport à la situation de Hong Kong à l'heure actuelle, mais bon, là je pars un peu sur d'autres choses. Mais donc il y avait une censure assez forte à Hong Kong durant cette période. Et Choi Ark, donc, qui a fait L'Enfer des armes, c'est un film dans lequel on a 3 jeunes adolescents qui s'amusent, qui sont désœuvrés, qui n'ont pas grand-chose à faire de leur loisir, qui sont dans des milieux parfois difficiles. Enfin, 2 d'entre eux sont dans des milieux un peu pauvres, l'autre est au contraire dans un milieu très riche. Et donc, ils s'amusent à mettre en place des bombes dans un cinéma, mais ce n'est pas forcément avec un but politique ou quoi que ce soit, c'est juste une sorte de moyen pour eux d'occuper le temps. Et à partir de là, ils vont entrer dans une spirale à partir du moment où ils vont rencontrer le 4e personnage, qui est le personnage de Pearl, qui est la fille un peu psychopathique, on va dire, qui va les pousser encore plus dans cette direction. Et donc, le fait d'avoir des jeunes adolescents qui posent des bombes dans Hong Kong en 1980, eh bien, c'est un sujet qui serait sensible par définition à peu près n'importe où. Personne n'aime voir, en tout cas, les élites bien pensantes et un certain nombre de personnalités de l'éducation n'aiment pas montrer les jeunes en train de faire des actes qui ne sont pas dans les normes. Donc
par définition, ce ne serait pas bienvenu. Mais il y avait un élément encore plus sensible dans le cas spécifique de Hong Kong, c'est que quelques années plus tôt, en 1967, il y avait eu une grande période, une année quasiment entière, où il y avait eu tout un tas de manifestations, d'émeutes, de combats assez forts entre les forces de gauche de Hong Kong, qui étaient plus ou moins pilotées par la Chine continentale, puisqu'on était en plein pendant la révolution culturelle, et qui s'opposaient donc aux forces conservatrices et à l'autorité coloniale. Et donc ça a été très violent, et ça s'est terminé sur les derniers mois de 1967 par une campagne de bombes. Donc des vraies bombes qui ont été mises à travers la ville. Alors il y avait beaucoup de fausses bombes afin de créer un climat de paranoïa, mais il y a eu quand même des vraies bombes aussi et un certain nombre de victimes par rapport à l'utilisation de ces bombes. Donc 67-80, 13 ans sont passés, c'est pas tant que ça, et donc évidemment, ça ne pouvait que inquiéter la censure coloniale de voir à nouveau des adolescents s'amuser à mettre des bombes et potentiellement faire un exemple qui pourrait faire boule de neige. Et donc, quand Treyarch était en train de travailler sur la bande-annonce du film, il a reçu une communication, une lettre du comité de censure qui lui a dit que le film ne pourrait pas sortir en l'état, ce n'est pas possible, ce serait refusé. Et Treyarch a essayé de combattre ça. Il a préparé une lettre pendant un mois, pardon, pendant une semaine, une lettre de réponse dans laquelle il a mis un certain nombre d'arguments et il l'a envoyé à la censure, mais ça n'a pas abouti à l'effet escompté. De même, il a pu également compter sur le soutien d'une partie de l'industrie cinématographique hongkongaise et de l'intelligentsia hongkongaise, qui a aussi essayé de faire une campagne dans des journaux pour mettre en avant le fait que cette censure était injuste, et tout particulièrement par rapport à ce qui était autorisé dans les sorties de films occidentaux. Il y avait effectivement des doubles standards qui étaient assez courants dans la censure à Hong Kong. Et ça, c'est quelque chose qui a été largement mis en avant par les cinéastes locaux. Mais il n'empêche que ça n'a pas porté ses fruits, que la censure est restée droit dans ses bottes et que Treyarch a dû improviser un tournage d'une semaine, un tournage additionnel, dans lequel il a dû couper donc un certain nombre des séquences considérées les plus problématiques et il a dû créer une nouvelle intrigue. Donc, dans cette nouvelle intrigue, eh bien, il n'est plus question que ce soit les adolescents qui fassent des bombes comme ça pour s'occuper. En fait, ils se retrouvent à avoir un accident, à causer la mort tout à fait involontaire de quelqu'un, et le personnage donc de la jeune fille Pearl se met à les faire chanter. Donc, ce sont quasiment eux-mêmes des victimes de ce chantage, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à faire les actes illégaux à travers le film. Donc ça a été considéré comme une manière plus acceptable de présenter les choses, même si ça reste discutable. Et donc il y a un certain nombre de scènes qui ont été rajoutées avec la division spéciale de Hong Kong, qui est en fait l'équivalent de la police politique de Hong Kong, qui était une division donc assez contestée par un certain nombre de Hongkongais. Alors, on n'était pas au niveau du KGB ou de la Gestapo, hein, mais il n'empêche que c'était quand même une division qui était là pour surveiller très attentivement les forces de gauche et, si possible, de les neutraliser. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez discutable. Et donc, Treyarch a rajouté tout un tas de séquences avec un certain nombre d'amis à lui, puisque quand on voit la séquence quasiment d'ouverture du film avec la réunion de cette division où il parle du trafic d'armes, eh bien, c'est quasiment toutes les personnes qui sont dans cette salle sont des réalisateurs issus de la Nouvelle Vague. Donc, en fait, ce sont tous ses amis de la Nouvelle Vague qui sont venus lui donner un coup de main pour lui permettre d'improviser ces scènes et de pouvoir ainsi sauver le film. Et après, on a également John Cham, qui était un autre bon ami de Treyarch, qui a été impliqué sur Zoo, sur RoboForce, I Love Maria et un certain nombre d'autres films de Treyarch, qui joue le principal policier qu'on va suivre dans cette intrigue parallèle qui, au final, ne va mener à rien, puisque de toute façon, elle était juste destinée à rajouter 20 minutes, les 20 minutes de film qui avaient été coupés par la censure. Et cette version, donc, la version intégrale, n'avait été montrée, à ma connaissance, que dans 2 cas de figure, qui étaient une fois au Festival de Berlin, en 1980, et une fois à Hong Kong, dans le cadre d'un séminaire qu'ils avaient fait justement sur la question de la censure, mais de manière totalement illégale. Ce n'était pas dans un
dans un cinéma, ce n'était pas avec une autorisation, c'était sous le manteau. Et depuis ces deux diffusions, eh bien, le film n'a jamais été montré à Hong Kong. Et d'ailleurs, il n'aurait jamais dû être montré, puisque de manière générale, les Hongkongais ne gardent pas vraiment d'archives de ce qu'ils font. Et c'est en fait une cassette vidéo, enfin, au moment du montage, il y avait une cassette vidéo qui avait été faite de cette version-là. Alors, c'est pas très clair exactement comment ça s'est trouvé entre les mains de HK Vidéo. De ce que je comprends, de ce qu'on m'a dit, c'est le réalisateur qui a travaillé pour la Film Workshop, Raymond Lee, celui qui est officiellement le réalisateur de L'Auberge du Dragon, qui avait cette VHS. Et c'est comme ça que HK Vidéo l'aurait récupéré et l'aurait mis donc sur son DVD. Et c'est cette version qui a été récupérée par Spectrum. De toute façon, c'est à notre connaissance la seule version existante, donc la seule version, une version VHS donc de qualité assez médiocre par définition, mais il n'y a pas de meilleure version. À moins qu'un jour on trouve quelque chose de mieux, mais ça paraît quand même très très improbable. On a quand même déjà beaucoup de chances que cette version existe. Quand Tsouark fait ce film, c'est une digression, j'ouvre une parenthèse pour le coup. Il y a, en fait, dans ma question, il y a 2 étapes. Premièrement, de quel bord politique il se trouve? Et deuxièmement, le fait de filmer des personnages nihilistes, ça dit quoi de son rapport à la société hongkongaise à ce moment-là, quand il fait ce cinéma? Alors, en ce qui concerne ses opinions politiques, moi, ça fait partie des sujets que j'aurais bien aimé pouvoir traiter avec lui, mais qui m'ont été censurés les quelques fois où j'ai pu le rencontrer Mmh. et discuter de son travail. Donc, c'est quelque chose qui ne peut être analysé que par rapport à ses interviews d'époque ou par rapport à ses travaux. De manière générale, il semblerait quand même assez clair que Choyark est plutôt sur la gauche. Mmh. Alors je ne pense pas qu'il soit forcément sur une extrême gauche parce qu'il a participé dans sa jeunesse à des mouvements qui, eux, étaient plutôt sur l'extrême gauche, mais il en a été assez vite dégoûté à cause d'un certain nombre d'abus et surtout de la manière dont un certain culte de la personnalité ou un certain nombre d'intrigues entre chefs pouvaient se mettre en place. Et donc ça l'a un petit peu vacciné de ce genre de choses. Et il est donc à la fois un petit peu à gauche, mais il est aussi très critique, très méfiant envers les structures, envers les hiérarchies. Donc ça l'amène à toujours à espérer pour une plus grande égalité, une plus grande justice entre les hommes, mais il est quand même très méfiant et un peu pessimiste par rapport à la possibilité réelle d'arriver à ça. En tout cas, c'était le Choyark à ses débuts et pendant un certain temps, j'aurais tendance à penser que le Choyark actuel a peut-être un petit peu, s'est un petit peu déporté et être un petit peu moins sur la gauche maintenant, mais bon, ça c'est Oui. ma propre vision et comme j'ai dit, on n'a pas pu en parler directement, donc je ne suis pas sûr à 100. Qu'est-ce que ça dit sur son rapport à déjà, il y a un rapport à sa carrière, le fait qu'il fasse un film de cette nature, qui est son 3e film, c'était emblématique d'une situation qui était quand même assez difficile pour lui, puisque c'était Choyark au début de la nouvelle vague, le Wonder Boy, c'était celui qui avait été remarqué par quasiment toute l'industrie du cinéma de Hong Kong pour la seule série télé de wuxia, de chevalier qu'il a fait, qui s'appelle Golden Dagger Romance et qui a eu un bon succès à la télé, mais qui a surtout été très très remarqué par les gens de l'industrie cinématographique. Il a pu enchaîner directement avec le cinéma grâce au succès de cette série télé, et il s'est retrouvé tout de suite avec Butterfly Murders, donc son premier film, sur la production de la nouvelle vague la plus chère qui a été produite durant cette période. Donc il était vraiment téléporté directement sur un terrain où il devait s'imposer très très rapidement comme étant un des cinéastes les plus importants de Hong Kong. Malheureusement, cette belle mécanique va s'enrayer parce que le tournage de Butterfly Murders va être extrêmement compliqué, va coûter très cher. Donc c'était déjà très cher à la base, mais il va encore y avoir des dépassements de budget. Et ça va être un échec total au box-office. Donc ça va mettre une grosse poisse sur la carrière de Choyark, qui va quand même pouvoir enchaîner un 2e film parce qu'il a toujours le soutien de Msi Yun, le patron de la Seasonal, qui a produit Butterfly Murders. Il va faire donc Histoire de cannibale, mais là, pareil, échec complet du film.
Donc, il a enchaîné 2 échecs assez durs et il s'est retrouvé vraiment la queue entre les jambes à devoir retourner travailler à la télévision. Et donc, il était quasiment persuadé que sa carrière cinématographique était terminée. Il a eu la possibilité de faire ce 3e film par une autre compagnie et donc il a considéré que c'était peut-être sa toute dernière chance de faire un film et donc il a fait L'Enfer des armes où il a mis en gros toute sa frustration et toute sa colère par rapport à sa situation personnelle qui était très loin d'être ce qu'il désirait et à côté de ça, il y a effectivement probablement une réflexion sur Hong Kong. Alors, par rapport à cette question, par rapport à Hong Kong, moi je m'interroge sur le fait que, il y a peut-être également une réflexion plus large sur la violence dans la société, parce que c'est quelque chose qui est absolument omniprésent dans, L'Enfer des armes. Il y a tout le temps de la violence en arrière-fond. On entend les gens se disputer, on voit des images à la télévision, au cinéma, qui sont sur la guerre, qui sont de la violence. Il y a une violence qui est totalement présente tout du long dans le film. Alors c'est peut-être une réflexion par rapport à la situation de Hong Kong, ça peut être une sorte de symbolique par rapport au fait que Hong Kong est une société très capitaliste, dans laquelle il y a très peu de filets de sécurité sociaux comme ça peut l'être en France, et que donc c'est une lutte constante pour la survie. Ça, c'est une réalité de Hong Kong, et donc je pense que c'est effectivement exprimé à travers cette violence omniprésente dans le film. Ceci étant, moi je pense également, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a peut-être aussi une réaction par rapport à la société américaine. Parce que Choyark a vécu pendant un certain temps aux États-Unis, il a fait ses études aux États-Unis, et il a vécu pendant quelques années à New York. Et ça n'a pas été facile pour lui là-bas. On parle du New York des années 70, hein, qui n'est pas le New York qui a été relativement nettoyé durant les années 80-90. C'était encore un New York extrêmement violent. Il a déjà raconté des anecdotes où son appartement avait été cambriolé, ce genre de choses. Et donc, je me demande si il n'a pas infusé tous ces éléments de la violence qu'il a connue aux États-Unis et spécifiquement à New York, et qu'il en a intégré une certaine partie à Hong Kong. Et je me demande si ce n'est pas également en lien avec le fait divers d'origine, puisque Choyark dit à chaque fois que le film est inspiré d'un fait divers qu'il a lu dans un journal. Alors, selon les interviews, il y a différentes versions. Ça, je pense que c'est peut-être aussi parfois les gens qui n'ont pas bien retranscrit les interviews, ou peut-être que lui-même oublie, parce que parfois on lit que c'est un fait divers dans lequel des jeunes ont créé des bombes et les ont mis dans des cinémas. Ce n'est pas le cas du tout. Le fait divers en question, ce serait des jeunes qui auraient brûlé des voitures. On est quand même dans un degré un petit peu en dessous, surtout par rapport à nous en France où c'est presque normal. Donc, moi, j'ai cherché pendant un certain temps à retrouver ce fameux fait divers, parce que Hong Kong, même s'il peut y avoir de la violence de temps en temps, n'est pas une société extrêmement violente. Et donc, quand il y a des bombes, quand il y a des voitures qui sont brûlées, c'est tout de suite connu dans les médias. Or, je n'ai pas réussi à trouver ce fameux fait divers dans mes recherches dans les journaux des années 70. On trouve des traces d'histoires de bombes. Alors, il y a une bombe involontaire qui a été faite, je crois, en 74, un truc comme ça. Il y a une ou deux histoires de bombes avec des règlements de compte entre triades. Mais j'ai rien trouvé par rapport à cette histoire de jeunes qui mettent le feu à des voitures. Donc moi, je me demande si, avec le temps, Choyark ne s'est pas un petit peu emmêlé les pinceaux, et si le fameux fait divers qu'il a lu était un fait divers qui n'était pas forcément à Hong Kong, et si ça n'aurait pas été aux États-Unis. Pour ça, je n'ai pas de réponse. C'est encore une question en suspens. Mais donc, je pense qu'il y a autant, dans la violence qui est omniprésente dans le film, il y a autant une réflexion par rapport à la situation de Hong Kong que par rapport à ce qu'il a vécu aux États-Unis. Mais ça, c'est ma propre interprétation. Mais ce chaos qui s'éparpille dans tout le cadre, qu'il soit même hors champ, est-ce que, il y a des répercussions aussi sur, la manière qu'il a de la raconter, cette histoire? Oui, bien sûr, il met sa caméra et sa réalisation en diapason, hein, avec Mmh. une réalisation très agressive, avec toute une comment dire? Une volonté de choquer au maximum le spectateur, avec de la violence animale qui était un petit peu la marque de fabrique, il faut bien le reconnaître, de Choyark durant les débuts de sa carrière.
et qui a beaucoup marqué les spectateurs, les fameuses séquences avec les souris, avec le chat également. Donc il met sa caméra au service de ça, avec également une photographie qui est assez, qui verse très rapidement sur les rouges et beaucoup de séquences de nuit. Ouais. Également, histoire d'en rajouter sur le côté quasi post-apocalyptique. On a également un certain nombre de références à Orange Mécanique à travers certaines localisations. Il y a la volonté vraiment de mettre en avant une architecture très brutaliste, de faire aussi en sorte de mettre les aspects les moins reluisants de Hong Kong avec beaucoup de grillages. Par exemple, les personnages sont souvent derrière des grillages, comme s'ils étaient en prison. La chaleur également, qui est très très bien retranscrite. Et donc tout ça contribue à créer une espèce de Hong Kong qu'on pourrait presque qualifier de soleil vert. On est un petit peu dans cet univers à Hong Kong où il y a trop de monde, où il fait trop chaud, où c'est la lutte continuelle pour s'en sortir, où c'est à peine si on arrive à manger. Et donc, ouais, il met sa caméra tout à fait en adéquation avec ça. Et de ce point de vue-là, moi, je pense aussi qu'il est un petit peu bloqué quelque part dans le Hong Kong des années 70. Parce qu'à partir des années 80, Hong Kong va se transformer, va devenir une société avec une classe moyenne une société qui va s'enrichir, avec une classe moyenne qui va se développer, avec une société de services. Ça va être beaucoup de bureaux qui vont exister, alors que le Hong Kong des années 60, des années 70, c'est beaucoup encore des usines. C'est beaucoup d'écoles bleues, c'est des petits boulots manuels, parfois très, très difficiles physiquement. C'est des choses qu'on retrouve vraiment dans l'Enfer des armes à travers justement le personnage de Pearl qu'on retrouve dans ce genre d'endroits, d'usines dans lesquelles elle est exploitée, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment un Hong Kong qui est en train de se terminer, qui est en train de se transformer et qui va prendre une forme totalement différente. Donc il est encore, même si le film date de 1980, je pense que c'est un des derniers représentants de ce qu'était le Hong Kong des années 70 et dans une forme particulièrement négative. Tu parlais du fait du séjour new-yorkais de Tsuark. Quand tu nous expliques un peu cette narration, enfin, les répercussions de ce chaos sur la narration, sur le montage, sur la réalisation, on a l'impression de voir le genre horrifique du cinéma américain des années 70. Tu as cité Soleil Vert, mais je pense par exemple au film de Peckinpah, Les Chiens de paille, voire Massacre à la tronçonneuse. Il y a un peu de cela. Ah oui, il y a complètement de ça, il y a complètement de ça. Choi Ark est un grand cinéphile, hein, il aime Mmh. voir des films absolument de tous les horizons. Il est certain qu'il a vu des films de Peckinpah, il est certain qu'il a vu des films de science-fiction. Il est très friand de tout ce qui est science-fiction, fantasy. Donc ça fait absolument aucun doute qu'il a vu ce type de film et qu'il s'en est inspiré. Après, la force de Choi Ark, c'est qu'il s'inspire, mais qu'il ne recopie jamais. C'est-à-dire qu'il va capter une sensation, voir un moyen en termes de mise en scène de créer un sentiment et il va l'utiliser, mais à sa manière. Il va vraiment se le réapproprier, il ne va pas le singer mécaniquement, il va en faire quelque chose qui va s'intégrer à l'ensemble de son récit. Et ça, c'est quand même une de ses grandes qualités qu'il avait déjà à ses tout débuts. Et là, on n'est qu'à son troisième film, mais en termes de mise en scène, on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement travaillé, qui est très très bien pensé, alors que les conditions de tournage étaient assez chaotiques, assez rapides. Il n'y avait pas un gros budget, contrairement à Butterfly Murders. Hein. Butterfly Murders, c'était quasiment 9 mois de tournage. Là, il n'a pas eu ce luxe du tout. Je crois qu'il était à 1 ou 2 mois, ce qui est un petit peu inférieur à la durée typique des tournages durant cette période. Donc, il a dû quand même aller vite, mais quelque part, c'est en adéquation avec le sujet, avec le style du film. Et donc, ça aide à créer cette impression d'énergie destructrice qui est tout le temps présente. Alors, il faudrait 3 heures d'émission pour parler de l'Enfer des armes parce qu'il faut aussi contextualiser le film, mais on a un second, sur le voilà, donc on va s'empresser d'en parler. Mais juste une dernière question, hein, sur celui-ci, sur l'Enfer des armes. Est-ce qu'il y a un avant et un après l'Enfer des armes dans la filmo de Tsuark? Oui, 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 clairement, parce qu'avec l'Enfer des armes, je ne vais pas dire que c'est le dernier film agressif, parce qu'il va en faire quelques autres après. On pourrait tirer un parallèle avec The Blade,
C'est ces Mmh. 2 films les plus, radicaux. Mais, il n'empêche que, suite à L'Enfer des armes qui, contrairement à ce que la légende, voudrait, a plutôt bien marché au box-office. Ça n'a pas été un succès, mirobolant, mais il était quand même, je crois, dans le top, 10-15, un truc comme ça. Ce qui était, pas mauvais du tout pour un film de cette nature. Donc après, le le battage médiatique qu'il y a eu également autour du film, eh bien, ça a poussé la Cinema City, qui était une des jeunes compagnies hongkongaises, qui était en train de devenir la compagnie hongkongaise la plus influente et qui va l'être durant les années 80. Eh bien, elle va prendre Choi Ark, elle va le débaucher et elle va l'engager donc pour faire un certain nombre de films avec eux, comme Aces Go Places, alias donc Mad Mission 3 et également All the Wrong Clues for the Right Solution, qui sont des films intrinsèquement commerciaux. C'est vraiment totalement commerciaux. C'est des comédies, comédies totalement pour All the Wrong Clues, comédie d'action pour Aces Go Places, Mad Mission. Et avec ces films-là, il va enfin être consacré comme un réalisateur commercial, un réalisateur qui peut plaire au public, qui peut attirer les spectateurs dans les salles, ce qui était moins le cas avec les 3 films précédents. Donc même si l'appellation qui a été faite par HK Vidéo de trilogie du chaos est quelque part assez artificielle, parce que c'est des films qui sont différents et qui ont été produits par des compagnies différentes, enfin les 2 premiers par la même Seasonal et le 3e par une autre. Il n'empêche que ça dénote effectivement d'un moment dans sa carrière où il tâtonnait et où il avait tendance à mettre toutes ses tripes quelque part dans ses films, sans se soucier vraiment de l'opinion du spectateur. Il faisait vraiment les Mmh. films pour lui, alors que après, à partir de la Cinema City, il va comprendre qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin et il va trouver, au fur et à mesure, avec la Film Workshop, une sorte d'équilibre entre la volonté de faire des choses qui lui plaisent et qui lui sont personnelles, mais tout en gardant aussi le public en vue. Je rappelle, hein, L'Enfer des armes de Tsuark, édité en Blu-ray chez Spectrum avec des bonus extrêmement riches. On en parlait au début de l'émission. Deuxième film, un autre genre peut-être, The Valiant Ones, un film de King Hu qu'on connaît très bien, un grand maître, qui a réalisé Dragon Inn, Touch of Zen et cetera et cetera. Le film est donc édité en Blu-ray chez Spectrum. Là, pour le coup, la violence dans ce film-là, si on devait faire une entrée en la matière, comment, King Hu, la questionne et la filme cette violence? Chez King Wu, la violence est quand même beaucoup plus théâtrale, hein. C'est quelqu'un Mmh. qui est féru d'opéra, donc il a tendance à retrouver, à réutiliser un certain nombre d'éléments de cette représentation opératique de la violence dans ses films. La violence, finalement, chez King Wu, c'est vraiment pas l'élément essentiel. En ça, on a toujours eu tendance à opposer King Wu à Shang-Chi. Bon, parfois, c'est un petit peu artificiel, mais il n'empêche que dans le rapport à la violence, l'opposition, elle est complète, hein. Clairement, Shang-Chi, il se réjouit de la violence, il adore ça, c'est la substantifique moelle de son œuvre, j'ai envie de dire. Alors que chez King Wu, c'est tout le temps quelque chose de totalement annexe, voire hors champ, et avant tout stylisé. Dans les combats chez King Wu, alors il y a un côté mise en avant des mouvements, des personnages, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi quand même beaucoup, à la fois une influence opératique et une influence du cinéma japonais avec le côté préparation des combats. Et on le retrouve dans Valiant Ones. Il y a beaucoup de longs moments de préparation où on va voir chaque personnage qui se met en garde, on va voir les attaquants qui se réunissent, on va voir chacun prendre ses positions. Comme ça, il y a un côté presque stratégique, en fait, comme des joueurs d'échecs, ce qui est d'ailleurs un parallèle qui est fait directement dans le film, puisqu'il y a une séquence de combat où, à un moment, les adversaires se mettent en place pendant que 2 personnages sont en train de jouer au Go. Donc il y a un élément comme ça. Parfois, certains ont comparé ça à Sun Tzu et l'art de la guerre. Mmh. Moi, j'irai pas jusque-là parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas lu Sun Tzu, puisque Sun Tzu, en réalité, c'est l'art de ne pas faire la guerre. C'est-à-dire que c'est tout le temps des recommandations pour faire en sorte de ne pas avoir de faire de bataille.
Or, chez King Wu, il y a quand même les affrontements qui ont lieu à un moment donné, les gens qui se battent. Donc, on n'est pas totalement dans l'art de la guerre, mais il y a un petit élément comme ça. Il y a un élément en tout cas beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus stratégique dans la représentation de la violence chez King Wu comparé à d'autres cinéastes de l'époque. Il n'empêche que sur Valiant Ones, je pense que King Wu est quand même un petit peu contaminé par la tendance générale des films d'action hongkongais de la période, puisque quand on est donc Valiant Ones, il l'a commencé en 1972. Il l'a commencé en même temps qu'un autre film qui s'appelle L'Auberge du Printemps, The Fate of Lee Can. Il les a donc tournés en même temps, mais il y a eu des problèmes de financement sur The Valiant Ones, si bien qu'il a terminé Fate of Lee Can en premier, et le tournage de Valiant Ones s'est éternisé sur une période de 2 à 3 ans, et donc le film est finalement sorti en 1975. Et donc en 1972, quand le projet a été mis en marche, on était déjà dans une période où il y avait beaucoup de films de chevalerie et également beaucoup de films de kung-fu. Et il y avait la tendance qui était en train de se mettre en place. On en avait un petit peu parlé dans la précédente vidéo qu'on avait fait sur The Bells of Death et le film de Shang-Chi, Legend of the Fox. Il y avait donc une tendance à vouloir en mettre de plus en plus plein les yeux aux spectateurs, et ça passait par l'action. Donc l'action avait tendance, durant cette période, à devenir de plus en plus importante. Et ça se faisait en parallèle avec la place des chorégraphes de combat, qui devenait également de plus en plus importante. Et donc Valiant Ones, c'est peut-être le film de King Wu qui a le plus de séquences d'action. L'action chez King Wu, c'est pas, à mon avis, évidemment, c'est fait avec grand soin et avec de multiples qualités, mais c'est pas l'essence même. C'est pas ce qui l'intéresse avant tout. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, moi. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus dans les relations entre les personnages, dans les faux semblants, dans ce type de manipulation. Il est très, très fort pour tout ça. Et c'est quelque chose qui, avec Valiant One, se perd un petit peu dans le sens où on a une intrigue plus classique avec des personnages relativement archétypaux. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans la manière dont ceux-ci interagissent, même s'il y a quand même toujours quelques petites touches de King Wu, surtout quand les deux personnages joués par Pai Ying et Shu Feng vont dans le repère du méchant, où il y a quand même une volonté d'essayer de se manipuler, d'intriguer les uns avec les autres. Donc il y a quand même toujours des petites touches typiquement King Wu-esque, si je peux utiliser cette expression. Mais de l'ensemble, je pense qu'il s'est quand même fait influencer par la manière dont le genre était en train d'évoluer et qu'il a voulu fournir au public ce que celui-ci attendait, à savoir de l'action, de l'action. Et effectivement, Valiant Ones a quand même pas mal de séquences d'action, en tout cas plus que la moyenne des autres films de King. Je pense qu'il faudrait qu'on parle aussi de cette manière qu'a King Hu, donc de travailler l'action via le montage. Ce que je dis, c'est tellement basique pour celles et ceux qui connaissent le cinéma de King Hu, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas forcément et qui vont le découvrir, ça existe et ça doit exister, c'est pas un problème. Ça serait intéressant de parler de ça, mais juste peut-être de situer un petit peu l'histoire, qui est une histoire qui se passe sous une certaine dynastie, où grosso modo, il y a des pirates enfin, oui, des pirates japonais qui, je crois, menacent les côtes chinoises, et puis il y a une troupe comme ça qui est envoyée de guerriers pour essayer de contrer ça. Et dès le début du film, on a une idée de cinéma utilisée par King Hu pour travailler l'action par rapport à ce montage, par rapport à la manière qu'il a de couper dans le plan. Et ça serait intéressant, je pense, de parler de ça, parce que quand on découvre ça la première fois, c'est phénoménal. Oui, oui, bah, ça fait partie vraiment de son identité en termes d'action et de réalisation de manière plus générale. Effectivement, il va faire en sorte de faire des plans relativement. C'est assez intéressant parce que sur The Valiant Ones, c'est peut-être en termes de montage ce qu'il a fait de plus expérimental et de plus poussé. Parce qu'on a des séquences parfois très très longues, et puis il y a d'autres moments où il va accélérer énormément avec un montage très très cut, où il va enchaîner des plans très courts de manière à rajouter encore un degré d'intensité dans l'affrontement, et c'est particulièrement le cas dans la séquence à la toute fin du film,
l'affrontement final entre le grand chef des pirates, Wako, joué par Sammo Hung, où là, vraiment, il va partir dans une réalisation et un montage quasiment expérimental, comme j'ai dit, en termes de plan. On va passer d'un plan très court avec le personnage qui saute d'un côté, une réaction de son adversaire qui va durer également 1 seconde avec son épée, et ainsi de suite. Et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement pointilleux de sa part et qui est extrêmement difficile parce qu'il faut vraiment avoir toute la scène en tête en termes de réalisation et de montage et de savoir exactement quel plan il faut mettre à tel moment, ce qui n'est pas évident quand on parle de plans qui durent 1 seconde, voire parfois moins. Et donc c'est quelque chose qu'il a, je pense, qui quelque part était probablement l'essence de Valiant Ones, vu que il était moins orienté sur les personnages et sur les intrigues, et bien il a pu vraiment se concentrer à fond effectivement sur la représentation de l'action. Donc il garde un certain nombre des techniques qu'il avait déjà bien travaillé sur l'Auberge du Dragon, sur Touch of Zen, avec justement cette tendance à couper dans un plan qui normalement aurait pu rester en plan large et long. Il va couper en plein milieu et ça va redynamiser la séquence. Donc ça, il continue à le faire, mais il va rajouter également ces petits moments où, au contraire, il va accélérer énormément et puis il va garder d'autres classiques de ce qui sont devenus son cinéma, avec l'utilisation des trampolines, avec la volonté de montrer les personnages en quasi apesanteur. Ça, c'est des éléments qu'il avait déjà présents, mais ouais, en termes de montage, je pense que Valiant Ones est ce qu'il a fait de plus poussé. Et c'est assez fascinant à regarder et c'est assez différent de ce que faisaient les autres metteurs en scène de cette période. Chez Shang-Chi, on utilisait beaucoup plus les zooms, par exemple, et on était sur des plans beaucoup plus longs de manière générale. Donc là-dessus, il a été assez innovant, cette tendance donc à mélanger à la fois des plans très longs et des plans extrêmement courts. C'est quelque chose qui, à mon avis, va grandement influencer Sammo Hung, parce que dans les années 80, ça va prendre un peu de temps pour infuser, mais dans les années 80, son style de séquence d'action va être vraiment dans ce registre. Il va faire parfois des plans très longs et puis à un moment, clac, il va passer sur une série de plans extrêmement courts de manière à dynamiser ses chorégraphies, mais toujours avec un côté absolument limpide, parce que ça, c'est quand même un élément aussi qui est très important à signaler chez King Wu, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'avoir un cadre absolument parfait, absolument millimétré, et à chaque fois, c'est d'une lisibilité absolument incroyable. Et donc, ça donne quand même des plans qui sont toujours magnifiques. Et là-dessus, encore une fois, il était quand même largement au-dessus de la meute en termes de réalisateurs de films de chevalerie de cette période. Si on compare un Lowey, par exemple, le réalisateur de Fist of Fury, qui a fait lui aussi un certain nombre de films de chevalerie, si on compare la réalisation, le montage d'un Lowey par rapport à King Wu, clairement, on voit la différence immédiatement. Quand on connaît un peu son cinéma là, personnellement, j'ai toujours été très, très frappé par une forme de mélancolie diffuse dans ses films, par le prisme, peut-être, des décors, naturels ou pas, mais aussi parfois par, ce rapport au texte, mais aussi est très important à cette manière de se laisser aller, de laisser le temps se laisser aller, en quelque sorte. Et je crois savoir que c'est un cinéaste qu'on a un peu qualifié de, comment dire, dans le registre du Wuxia Champion, un peu le cinéaste d'auteur, on va dire ça comme ça. Et moi, et quand on voit celui-ci, The Valiant Ones, j'ai l'impression qu'il se démarque un petit peu de tout ça. J'ai l'impression que c'est autre chose. Tu parlais d'expérimentation au niveau du montage. Moi, j'ai cette sensation que c'est un film qui se démarque aussi sur la précision, la rapidité des choses. Ça va beaucoup plus vite que ce que j'ai pu voir dans les précédents films de. J'en ai pas vu beaucoup, pas autant que toi, mais j'ai cette sensation-là du rapport au temps qui est particulièrement différent. Ouais, ouais, non, mais je pense que tu as raison. Effectivement, moi, je pense que c'était un peu une œuvre de compromis de ce point de vue-là, Mmh. qu'il était enfin, pas pressé, parce qu'il a quand même mis 2 3 ans pour le faire, mais il était sous la pression d'un certain nombre de difficultés financières, de réactions critiques et publiques qui l'ont poussé à faire une œuvre qui n'est pas totalement en adéquation avec ses propres tendances, où il a une préférence pour, surtout sur cette période, hein, on parle d'une période, parce que le film est vraiment pris en sandwich entre Touch of Zen et Raining in the Mountain.
Donc, ils sont Oui. 2 films plus, spirituels, on va dire, quelque part, dans la manière dont ils traitent ça et qui, je pense, étaient plus en phase avec ses propres intérêts, ses propres obsessions durant cette période. The Valiant Ones a un côté un petit peu plus, commercial, mais ce côté commercial a du bon aussi puisque ça lui permet, comme tu le dis, d'expérimenter sur le rythme, sur certains aspects de réalisation et de montage et donc ça reste quand même une œuvre de, très, très grande qualité. Je le confirme. 2 films, nous excu j'espère que les aficionados, les foufous, de Tsuark et de King-Hu nous excuseront, les 42 minutes que nous avons consacrées. On pourrait en faire plus, davantage. Ça je suis persuadé qu'un jour j'embêterai Arnaud, lui dire: «Écoute, il faudrait peut-être faire une grande émission sur un» ça j'en suis persuadé, il le sait. Mais en tout cas, on voulait en parler et ça, c'était très important. 2 sorties Blu-ray, excusez-moi, L'Enfer des armes de Tsuark, les 2 films édités chez nos amis de Spectrum Film et The Violent Ones de King-Hu, toujours en Blu-ray et en Ultra HD Blu-ray aussi. Voilà, avec des bonus très importants. Merci beaucoup Arnaud, hein, de prendre le temps à chaque fois de revenir et Merci à toi pour de l'invitation. discuter avec moi. C'est toujours un plaisir et puis tu reviens quand tu veux. Merci encore. Générique. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.